Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est très dense en informations, et sachant qu'il est difficile de parler du développement du FNFAL sans mentionner le EM2 et M14, je comprends tout à fait que cela peut être indigeste pour des néophytes. Tellement dense en informations que je n'ai pas pu tout dire et que j'envisage de faire un second épisode sur le sujet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander, que ce soit en commentaire ou sur mon serveur Discord. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle arme à la mode, c'est le fusil d'assaut. La Grande-Bretagne, mais surtout ici la Belgique, vont vite s'intéresser à se fournir d'une arme de ce type. La Seconde Guerre mondiale démarre avec l'écrasante majorité des pays impliqués, toujours à utiliser des fusils à verrou. Même l'armée des États-Unis en 1942 ne s'était pas encore complètement équipée de fusils M1 Garand. Et pourtant la guerre se finit avec l'utilisation en nombre conséquent de fusils d'assaut par l'Allemagne. Petite parenthèse, un fusil d'assaut est une arme d'épaule alimentée par chargeur détachable, incluant un sélecteur de tir semi-automatique et automatique, et utilisant une munition intermédiaire. Une sorte d'hybride entre une munition de fusil et de pistolet, avec les compromis que cela implique. Ce genre de munition est par exemple crucial pour le tir automatique à l'épaule sans support. Lorsque la guerre s'achève en 1945, le monde ne devient pas pacifiste pour autant. C'est le début de la guerre froide impliquant le bloc de l'Est et l'Union soviétique aux puissances occidentales, principalement l'Europe et les États-Unis. L'URSS est techniquement le second pays à adopter un fusil d'assaut en 1949. Cette arme, initialement destinée à remplacer les pistolets mitrailleurs, est la très célèbre arme développée par Mikhail Kalachnikov. Les pays occidentaux vont donc essayer de développer une arme de ce type. Pour comprendre l'histoire du développement du FNFAL, il y a un paramètre très important à prendre en compte, c'est la création de l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été créée entre autres pour standardiser l'équipement militaire. En effet, dans le cas très probable d'une troisième guerre mondiale, tous les pays de l'OTAN devraient pouvoir utiliser la même munition, le même fusil, les mêmes véhicules blindés, etc. Cette standardisation ayant été initiée en 1946 par le Premier ministre britannique Clement Attlee. Il y a deux branches parallèles à cette histoire, une partie en Europe et une partie aux États-Unis. En Europe, la Grande-Bretagne a développé le fusil d'assaut EM2. La munition que utilise ce EM2 est une munition de 7 mm par 43, aussi appelée 280. L'histoire du EM2 est très complexe et méritera sa propre vidéo. Cette arme est en configuration bullpup et avec son optique intégrée est très moderne pour son temps. Pendant ce temps-là, en Belgique, Dieudonné Sève est un des principaux ingénieurs de FNR-Stahl. Il est entre autres la personne qui succédera à John Browning pour le développement du pistolet HP-35. À la fin des années 30, il démarre le développement d'un fusil semi-automatique. Malheureusement, la même année, l'armée allemande envahit la Belgique et Dieudonné Sève s'exile en Grande-Bretagne pour continuer le développement. Revenu en Belgique en 1945, il va achever le développement de ce fusil, c'est le FN-49. À l'instar du fusil français MAS-49, ce fusil arrive beaucoup trop tard puisque maintenant la mode est au fusil d'assaut. Heureusement, Dieudonné Sève et un autre ingénieur, Ernest Verviers, ont apparemment prévu le coup puisqu'en 1947, ils ont mis au point un prototype de fusil d'assaut chambré en 7,92 par 33, aussi appelé 7,92 Kurz, c'est la munition du STG-44. Ce prototype est adapté à la munition britannique le 280 et montre de bonnes performances. C'est sur cette munition que sera développé le FNFAL. En plus de la configuration standard fusil et fusil mitrailleur, il est aussi développé en version bullpup, probablement pour compéter avec les armes britanniques, dans le cas où un fusil bullpup est spécifiquement demandé. Entre-temps, René Studler est l'un des hommes responsables de l'armement de l'armée américaine. Il est bientôt à la retraite et il veut absolument avoir un dernier mot à dire sur l'armement de l'OTAN.
Au sein de l'organisation, en termes d'armement, il y a deux courants de pensée. Un camp, en particulier le haut commandement des États-Unis, estime que chaque Américain est un sniper dans l'âme et doit avoir un très haut standard de précision à longue distance, ce qui, dans le cas d'une guerre mondiale avec des conscrits, est très optimiste, mais en vrai juste irréaliste. Dans ce camp militent des officiers, souhaitant donc avoir une munition très puissante, à l'instar du 30-06. L'autre camp, lui, considère que dans les faits, les combats à plus de 400 mètres arrivent très rarement, et qu'avoir une munition et une arme faites pour du combat à longue distance, ce n'est pas une bonne idée. Le volume de feu est donc plus important que la précision individuelle du soldat, et une arme pouvant tirer de manière contrôlable en automatique, jusqu'à une portée raisonnable, avec en plus un emport en munitions plus léger, c'est une bien meilleure option. René Stadler est partisan de l'option portée et puissance. Il va donc miser sur la munition expérimentale T65, développée à partir du 30-06. La dénomination métrique de cette munition, c'est 7,62 par 51, une munition bien trop puissante pour être considérée intermédiaire, trop puissante pour le tir automatique à l'épaule, mais sachant que le haut commandement américain n'était déjà pas trop d'accord pour une munition moins puissante que le 30-06, disons que c'est mal parti pour les munitions intermédiaires. En plus de cela, Stadler parvient à convaincre le haut commandement que l'arme idéale utiliserait la munition T65 et combinerait à la fois le M1 Garand, la carabine M1, les pistolets mitrailleurs M3 et Thompson, ainsi que le fusil automatique Browning. De plus, cette arme parfaite utiliserait aussi 85% des lignes de production de M1 Garand, ce qui fait très plaisir au budget. En 1950, ont lieu les premiers essais pour déterminer le nouveau fusil de l'OTAN. Sont présents le EM2 et le FN-FAL, tous deux chambrés pour la munition de 280, et un prototype développé par Harvey Earl, le T25. C'est lors de ces tests que le fusil belge est baptisé FAL, pour fusil automatique léger. Lors de cette première série de tests, aucune arme ne se montre satisfaisante, mais le point fort du FAL et du EM2, c'est leur munition. Cependant, Stadler a le dernier mot sur la question, et c'est la munition de 7,62 par 51 qui deviendra la munition standard pour l'OTAN. Le EM2 ne pouvait pas vraiment être adapté pour cette munition, et il n'est donc pas retenu pour l'OTAN. Le FAL, quant à lui, est toujours dans la course. Il est donc adapté pour le 7,62 OTAN, et en 1953, il est mis à l'épreuve contre le T44, qui est, dans les grandes lignes, le prototype du M14. Il est à préciser que les prototypes de FAL testés ici sont appelés T48 et ont été produits par 3 compagnies, FNR Stahl en Belgique, et aux États-Unis par Harrington Richardson et High Standard Company. Ces T48 sont déclinés en deux versions, T48 et T48E1, respectivement fusil d'infanterie semi-automatique et fusil mitrailleur. Lors de ces tests, aucun n'est déclaré vraiment gagnant, et même si les officiers en charge du test recommandent l'arrêt du développement du T44 pour se concentrer sur le FAL, en décembre de la même année, doivent démarrer les essais en basse température en Alaska. Et là où les T44 ont pu être fignolés pour ces tests, les prototypes de FAL n'ont pas eu ce luxe. Et dans ce cas précis, les T44 se sont montrés plus performants. En conclusion, les T48 ou FN-FAL se montrent supérieurs aux T44, seulement il y a un détail. Le deal était que si FNR Stahl acceptait la munition de 7,62 par 51, l'armée américaine accepterait l'adoption du FN-FAL. Seulement, René Stadler va imposer son veto, et c'est le T44 qui sera retenu, malgré la proposition de FNR Stahl de donner la licence du FN-FAL gratuitement. Le fusil M14 sera donc adopté en 1957. Il est plus léger que le FAL, devait pouvoir être manufacturé en partie par l'outillage de production des M1 Garand, et aussi probablement les États-Unis par pur ego, ne voulaient pas une arme développée dans un pays ayant capitulé durant la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ne sont donc plus intéressés, et FNR Stahl va devoir trouver d'autres clients.
La liste des pays ayant adopté le FN-FAL est relativement longue et nous allons donc nous concentrer sur les plus importants. En janvier 1954, le même mois où la munition de 7,62 par 51 a été déclarée standard pour l'OTAN, le Canada va acheter 2000 FAL pour les essais sur le terrain en deux variantes, une avec et une sans viseur optique. C'est ce que fera la Grande-Bretagne un peu plus tard. En juin de la même année, le Canada obtient la licence pour ses armes et commencera la production à grande échelle l'année d'après. Les FAL produits au Canada recevront les noms C1, C2 et C1D et seront remplacés dès 1984 par une variante de l'AR-15. La Belgique adoptera cette arme en 1956 et sera remplacée en 1995 par le FN-FNC. Par la suite, la Grande-Bretagne va adopter sa propre variante du FN-FAL après l'abandon du EM2. À l'instar des Canadiens, les modèles de pré-série appelés X8A1 et X8A2, X8A2 étant la version avec un viseur optique, le même que le EM2, verront leur baptême du feu pendant la révolte des Momo au Kenya, et seront adoptés en 1957 sous le nom L1A1. Ils seront remplacés en 1985 par l'un des pires fusils d'assaut du monde, le L85A1. L'Australie et la Nouvelle-Zélande adopteront eux aussi le L1A1. Ils seront majoritairement produits localement en Australie. Ces deux pays remplaceront leur L1A1 en 1988 par le F88, une variante du Sterhog. L'Allemagne de l'Ouest nouvellement formée utilisait des FAL achetés en Belgique sous la dénomination G1. L'Allemagne souhaitait alors obtenir une licence pour produire ses fusils localement. Cependant, dû au entre guillemets mauvais traitement que l'Allemagne fit subir à la Belgique durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement belge refuse catégoriquement de relancer la production d'armes en Allemagne, ce qui mènera à l'adoption du HK G3. Comme vous le voyez, la liste des pays ayant adopté cette arme est très longue, et je rajouterai juste que l'Autriche, les Pays-Bas, le Venezuela, le Brésil, l'Afrique du Sud ou Israël adopteront eux aussi une variante du FN-FAL. Un des points importants à rajouter est l'existence de deux patterns de FN-FAL, à savoir les métriques et impériaux. La Belgique utilise le système métrique, et lorsque les premiers contrats canadiens sont signés, il y a des problèmes de mesure puisque le Canada utilise le système impérial. Pour faire court, les variantes du FN-FAL fournies à la Grande-Bretagne et autres pays du Commonwealth sont les FAL impériaux. Les FAL produits par la Belgique et autres pays utilisant le système métrique sont les FAL métriques. Ces deux familles ont quelques différences que l'on va citer ici. La plupart des pièces sont interchangeables, avec le détail que les magasins impériaux sont compatibles avec les armes en métrique, mais pas l'inverse. Les FAL impériaux sont généralement tous bridés en semi-automatique, avec quelques exceptions. Les FAL impériaux ont un cache-flamme plus long, un levier d'armement pliable, les boutons d'éjection du chargeur et de sécurité sont plus gros, et il y a plus d'options de réglage de l'empreinte gaz. En termes de fonctionnement, avec une culasse calée pivotante et un empreinte gaz à course courte, il est très similaire au FN-49 dont il est l'évolution directe, ainsi qu'aux fusils SVT-40 et carabines SKS. En termes de performance au combat, le FN-FAL est un très bon fusil à l'instar du G3 où il est souvent comparé. Et bien que développé initialement en tant que fusil d'assaut, son chambrage final en 7,62 autant montrera de piètres performances en automatique. Il sera diffusé dans plus de 90 pays dans le monde et est réputé pour ses qualités de fusil robuste jouissant d'une bonne précision. Comme le montreront les combats au Moyen-Orient et le développement du fusil d'assaut Galil, l'une de ses faiblesses sont le sable et la poussière. Lorsqu'on le compare à ses concurrents, il est un peu plus lourd et un peu moins précis que le M14, mais est considéré plus ergonomique et plus confortable au tir que le G3. Les versions fusil-mitrailleur du FN-FAL, à savoir entre autres les L2A1 et C2A1, et les variantes métriques appelées FAL-O pour fusil automatique lourd, ne se sont pas montrés satisfaisants dans leur rôle. Avec sa large diffusion dans les pays d'influence occidentale, il gagnera le célèbre surnom de bras droit du monde libre. Et l'une des choses que l'on se demande,
si les États-Unis n'auraient pas adopté le M14, quel aurait été l'avenir de l'armement de l'OTAN? C'est ce qui conclut cet épisode sur le FNFAL. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et on se retrouve pour un prochain épisode.